Donc bonjour à tous et puis meilleurs vœux à tous, une bonne année, une bonne santé, voilà. Une bonne galette des rois aussi pour ceux qui le fêtent là en ce moment. Et donc nous allons aborder aujourd'hui la papauté en Avignon. Donc en 2009, on a fêté le 700e anniversaire de l'installation de la papauté en Avignon. Je me souviens aussi que tu y avais assisté, on avait assisté aussi à Notre-Dame-des-Dents, la construction de Notre-Dame-des-Dents aussi. Il y a les 900 ans de la construction de Notre-Dame-des-Dents. Vous y êtes allé? Ah non, c'est l'époque où j'étais en stand-by. Ah non, d'accord. Je sais pas, vous y êtes allé, non? Mais genre, vous vous souvenez pas? j'avais suivi tout à fait les trucs. Voilà, vous ne vous souvenez pas. Bon, ben voilà, c'était très beau, il y avait... c'était vraiment, il y avait la messe qui avait eu lieu dehors sur la place du Palais des Papes. C'était magnifique. Vous n'avez aucun souvenir de ça? Oui, il y a une année. Ouais, voilà, ça fait quelques années, mais bref, c'était pour rappeler que c'est quand même Avignon, c'est très très important pour ça. Donc, pendant 70 ans, c'est devenu la résidence des évêques de Rome, puisque les évêques de Rome sont, par la volonté du Christ, justement, les papes. Rebonjour mon père. Voilà. Donc nous en étions à l'introduction, mon père. Oui, le pape arrive, donc vous pouvez y aller. Il fait froid ce matin. Ah oui, ça c'est... Il fait froid là. Moins 5, moins 6, ça Monteux là. Je suis descendu, je reviens de Monteux là. Ouh, ça piquait là. Ouais, un petit peu, ouais. Ça pique, mais enfin c'est bien, c'est un force. Alors, l'introduction sur les papes. Oui, donc j'étais en train de dire, de rappeler que nous avions fêté les 900 ans, je crois, de Notre-Dame-des-Dents il n'y a pas longtemps, il y a je ne sais plus combien. Il y a quand même quelques années quand même, parce que j'étais encore, je crois... Ouais, vous étiez encore... Oui, mais enfin, ça fait pas si longtemps. 6-7 ans, enfin... Ouais, c'est quelque chose comme ça, quoi. Oui, je crois bien. C'est pas... Sur une échelle historique, c'est pas... C'est le cardinal Barbarin qui était venu présider ces grandes fêtes. Ouais. Voilà. Donc, normalement, la papauté est à Rome. Normalement, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a le tombeau de Saint-Pierre qui est à Rome. Voilà. Oui, c'est la raison pour laquelle le siège se trouve à Rome. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'au début de l'histoire de chrétienne, le siège de Pierre n'était pas à Rome. Il était où? À Antioche. Oui, il était à Antioche. Et c'est de là qu'est venu le nom chrétien. Et ensuite, Antioche, pourquoi? Parce qu'il aurait pu être à Jérusalem. Mais comme ils ont été persécutés, etc., ils sont partis et ça a été fait. Et ensuite, évidemment, Pierre et Paul sont morts tous les deux à Rome. Et c'est une des raisons, mais c'est surtout que le tombeau de Pierre qu'on a retrouvé et sur lequel on a érigé notre basilique Saint-Pierre. Voilà. Alors, il faut rappeler que l'Église est à la fois humaine et divine. Ça, c'est important parce que elle est humaine, elle est basée sur des hommes qui peuvent être à la fois très bien et puis être aussi avec des travers un petit peu importants. Et elle est divine parce qu'elle est fondée sur le Christ, que c'est lui qui l'a voulu, que voilà. Et en même temps, elle suit le chemin du Christ. Voilà. Puisque le Christ lui-même est vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Donc il y a une incarnation, une visibilité, donc il y a un côté visible, on va dire sociologiquement visible, organique, mais il y a un côté mystère de l'Église qui est animé par l'Esprit Saint, qui en est l'âme, mais enfin il y a un côté divin aussi. Donc c'est l'articulation entre le divin et l'humain qui fait l'histoire. Donc c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les papes. Voilà, parce qu'elle est fondée sur la foi et son but c'est quand même de conduire l'homme vers le salut au fil des siècles. Je veux dire, le but n'a jamais changé là-dessus, c'est important. Donc l'amour qui est enseigné par le Christ est le seul capable de vaincre la mort et le mal. Oui. Hein, c'est important parce que c'est quand même le cœur du message. C'est le cœur du message, d'accord? Donc pourquoi on s'est retrouvé avec 9 papes à Avignon? Alors 9 papes, il y en a 7 qui sont... Alors oui, non mais attendez, voilà. Il y en a 7 qui sont authentiques, enfin authentifiés, tamponnés.
tamponnés, certifiés. légitimés, et les deux autres qu'on a considérés comme des antipapes. Comme des antipapes, voilà. Alors, faut dire que les deux antipapes ne sont pas reconnus dans l'histoire de l'Église. Hein, voilà. Mais vous avez quand même à Avignon la fresque. C'est ça. Avec tous les avec tous les papes. Oui, Vous avez déjà vu à Avignon la fresque? Oui. Quand même. Eh ben, ils sont neufs, hein. Je veux dire, donc nous on les a pas balayés, voilà. Parce que Mais c'est ça, ils ont existé aussi. c'est quand ça, même. ça fait partie de Et l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Du schisme, des errances pendant quand même quelques années. Ouais, pas mal. Donc, d'où ça vient tout ça? Pourquoi on s'est retrouvé avec les papes comme ça en Avignon? C'est comme dans Astérix, c'est la faute aux Romains. C'est là, oui, et voilà, on va dire ça comme ça. Ça commence d'abord par la querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII, tout ça. Oui. Philippe le Bel, vous savez, c'est le roi de France, le petit-fils de Saint-Louis. Il a été roi donc de 1285 à 1314, d'accord? Et normalement, ça n'aurait pas dû être lui sur le trône, mais son frère aîné est décédé, donc c'est lui qui a pris la succession. Alors, comme tout futur roi, il a reçu une éducation très soignée, hein, comme on l'a vu déjà avec les chevaliers et tout ça. Hein. Vous vous souvenez que plus on montait, plus il y avait des soins apportés à la connaissance, à tout ce qu'il fallait, une bonne éducation. Il est marié à Jeanne Ier de Navarre et il a eu 4 enfants. C'est un roi assez autoritaire, on va dire. On le dit, allez. Oui. Et puis il est entouré de gens assez fermes quand même dans leur position, comme Guillaume de Nogaret ou Enguerrand de Marigny. Donc il est entouré de légistes. Voilà, basé sur le droit romain. C'est quelque chose qui l'importe parce que c'est quelqu'un qui va quand même changer un petit peu la façon dont la France est gérée, dont la France est administrée plutôt. Enfin, voilà. Donc il a entrepris de moderniser le royaume, excusez-moi. Et donc il a fait évoluer le pays vers la centralisation et il a imposé une imposition nationale. Il a créé ce qu'on appelle le tiers-état, c'est-à-dire un conseil composé du clergé, de la noblesse et de la grande bourgeoisie, afin de participer aux décisions qui devaient être prises. Mais ça, c'est pas allé sans résistance. Il y avait quand même des résistances assez fortes sur les changements. Il n'y a jamais de changement sans résistance. Je pense que c'est humain. Hein. On a tous des précarés à défendre au départ et des intérêts. Et il y en a qui ont intérêt à ce que ça ne change pas, il y en a qui ont intérêt à ce que ça change. Il y a toujours des tensions là-dessus. Mais voilà, il est en pleine guerre de succession, on va dire, avec les Anglais, puisque on se retrouve avec les guerres contre les Anglais, quoi. Et ces guerres, elles coûtent cher. On ne fait pas la guerre avec des fleurs, ça coûte cher. Il faut de l'argent, donc comment trouver cet argent ? C'est là qu'il a l'idée d'imposer le clergé français. Voilà. Or, le clergé donne ses impôts à Rome, puisqu'il dépend de Rome. Voilà. Donc, le pape rappelle à ce moment-là que les impôts, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pas pour... Donc, il lui rappelle avec un petit peu de fermeté, on va dire. Et puis, Philippe le Bel, lui, il reste sur sa position. Donc, le ton monte entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça monte. Alors, Boniface VIII, lui, il essaye à plusieurs reprises de se réconcilier, de faire des efforts. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mais Philippe le Bel, c'est pas trop sa tasse de thé. Lui, il est ferme. C'est
Donc, il est inflexible et il estime que quand le pape a rappelé que tout clerc qui consentirait à payer un impôt sans l'ordre du Saint-Siège et tous ceux qui établiraient un pareil impôt, quels qu'ils fussent, seraient excommuniés, ben, ça tend complètement les choses et c'est là qu'il interdit toute sortie d'argent, d'or, de vivres et de chevaux du territoire. Ça veut dire que plus rien ne peut sortir pour aller vers Rome, quoi. Or, pour Rome, c'était important. Il faut voir que la France, c'était quand même un pays qui était important pour Rome à l'époque. C'est un pays peuplé, puissant, que d'un coup, ils ne puissent plus avoir l'argent qui venait de France. Ça pose un énorme problème. Donc, il y a une escalade. On arrive... et le pape Boniface essaye d'envoyer son légat pour négocier avec Philippe le Bel. Et bien Philippe le Bel, toujours bien inspiré, et ben il l'arrête, il le fait emprisonner. Ça va pas arranger les choses. On va dire ça comme ça. Donc ça couvait, hein, mais c'est une rupture avec Rome pendant 5 ans complet. Voilà, une rupture complète. Alors le pape lui envoie une bulle. Vous savez qu'une bulle c'est un courrier avec. C'est les en provenance du Vatican. Voilà. Donc il envoie une bulle. Tout va bien. À Philippe le Bel pour le reprendre fraternellement. Voilà. Mais Philippe le Bel, quand il reçoit ça, il brûle la bulle, il n'est pas du tout content, il en fait une fosse, comme ça au moins on est tranquille, et il monte... Ah non, mais c'est quelqu'un qui est comme ça, hein, de toute façon, c'est y aller à coups de barbecue. Hein? Un coup de barbecue. Voilà. Oui, mais à l'époque, c'était fréquent. Voilà. Oui. Y aller comme ça, faire des faux, monter les uns contre les autres, il savait bien... rien n'a changé. Donc, c'est un vrai politique. C'est un vrai politicien, ouais, exactement. Et donc, il a répondu par des insultes, hein, tant qu'on y est, voilà. Donc, il a monté les esprits contre le pape, mais cependant, ça émeut quand même le peuple, hein, le fait que on s'en prenne au pape, c'est pas gagné, quoi. D'accord ? Donc, c'est là que Philippe le Bel convoque les États généraux, tandis que le pape lui convoque un concile. Vous voyez, on se répond un petit peu. Et le pape, au cours de ce concile, il expose ses doctrines, il déclare que c'est lui qui a la puissance spirituelle, donc qu'elle est supérieure à la puissance temporelle, ce qui ne va pas vraiment plaire à Philippe le Bel, d'accord ? Et donc, en vue de la conduite des rois, ça lui donne le droit au pape Boniface d'excommunier un roi s'il ne fonctionne plus de manière spirituelle, quoi. Enfin, au niveau... En tout cas, dans l'obéissance. Le chemin de l'obéissance, voilà. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Explicitement au pape. Voilà. Donc, évidemment, ça plaît pas du tout à Philippe le Bel, hein. Et donc de son côté, lui il accuse le pape de simonie, d'hérésie, de vices divers et variés. Des noms d'oiseaux comme ça. Ah, ben, voilà. Ça paraît d'autres. Ouais, des mots. Ah ouais, non, c'était une époque sympathique. Hein, oui. Simonie, ça veut dire quoi ? Simonie, c'est-à-dire le fait que le pape en fait détourne de l'argent à ses fins personnelles. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est dans une époque qui est difficile pour nous à comprendre aussi, qui va durer très longtemps. C'est que le pape règne sur un État qui n'est pas l'État du Vatican, hein, c'est Rome. Il est intemporel, il a des armées, c'est quelque part un roi couronné. Enfin, il a les trois couronnes. Oui, sur la tiare, il a trois. Il a 3 couronnes. Donc il y a quelque chose là qui était inéluctablement qui entraînait des conflits parce que il y avait des intérêts politiques, il faut le dire, de part et d'autre, et des intérêts bien sûr spirituels. Là où le pape ne se trompe pas, c'est d'intervenir sur justement la prétention d'un roi à vouloir gérer des affaires spirituelles.
par exemple, l'histoire du gallicanisme, elle est là. C'est-à-dire que ça ira jusqu'à ce qu'on voit dans les pays totalitaires, où c'est les gouvernements qui voudraient nommer les évêques eux-mêmes. L'argent, là c'était une question d'argent. Mais tout ça est un peu entremêlé, ce qui fait qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire une vraie histoire, une histoire un peu, un roman policier si on veut. Parce que c'est une époque où aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Les choses, le concordat a été fait, etc. On verra ça après, mais les choses sont un petit peu plus calmes, même s'il y a des tensions, ça existe. Mais il y a moins de prétention à vouloir. Voilà. Il y a moins cette prétention. Mais là, on est en plein, puisque ce sont des royaumes chrétiens. Donc, on est dans une chrétienté qui s'articule. Aujourd'hui, comme la religion a moins de poids aujourd'hui, d'une certaine manière aussi. On cherche moins à s'accaparer le catholicisme. Oui, voilà, c'est toujours la prétention aussi d'un pouvoir politique de prendre une religion, quelle qu'elle soit, pour de l'utiliser à des fins politiques. Le gallicanisme, ça a commencé quand ? Là, on est en plein déjà. Non, mais de toute façon, quand on dit gallicanisme, c'est la Gaule au-dessus de. Ça, dès qu'il y a un conflit, je ne dis pas que. Il y a une doctrine qui s'est élaborée quand même, hein, mais c'est surtout au XVIIe siècle, enfin 16e, 17e siècle, qu'elle va trouver vraiment une doctrine qui va quand même être. Qui est toujours un peu prégnante, malgré tout. Elle est toujours un peu là. On pouvait dire avant que c'était la fille aînée de Exactement. l'Église. C'était pour donc, ça. Donc si c'était la fille aînée de l'Église, il fallait qu'elle donne l'exemple. C'est ça. Donc quelque part... Et en même temps, elle exigeait des droits. Voilà. Et en retour, oui, mais voilà. Donc, mais en fait, on voit sur des causes, je dirais, somme toute matérielles. Ah oui, ça c'était franchement matériel. Matériel, bassement matériel, ça va entraîner une histoire incroyable, quoi, parce que voilà, c'est là que commence toute l'histoire. Pourquoi les papes sont arrivés en Avignon. Parce que sans et il ne faut pas oublier qu'Avignon, vous avez en face passé. d'Avignon la tour Philippe le Bel, voilà. qui a été construite face à la France. Enfin, la France était là, de l'autre côté, et là c'était les États pontificaux. Tout ça est... Ah non, c'est Comme le subtil. Fort Saint-André d'ailleurs. Exactement, Oui, Fort Saint-André. Philippe le Bel d'abord, c'est ça. le Fort Saint-André Après. c'est une façon de dire, on vous surveille, mais de deux Ça, côtés. Je suis chez moi. Et le palais, sur le roc quand même. Le palais, c'est une forteresse. C'est sur le roc. C'est une forteresse. Ça permet de surveiller bien. Ah ben là oui, le palais des papes. C'est impressionnant quand même quand on voit le rocher comme ça, puis on voit en haut. C'est vrai que nous on est habitués, donc c'est vrai que quelque part. C'est pacifié. Puis on a cette image, donc on se rend pas compte que c'est une forteresse. Mais après, c'est vrai que quand tu prends ce pont à la ville au coucher de soleil et que tu as cette masse, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand on se balade un peu à l'intérieur, on voit les meurtrières et tout, on voit bien, c'était... Ah, c'était calme comme terme. Donc, le pape a comme projet de déposer le roi. Et le roi la prend. Il y a des espions partout. Et donc, à ce moment-là, il envoie ses hommes, dont on a parlé, qui vont s'attaquer au palais pontifical. Et donc, ces derniers ont capturé le pape et l'ont humilié très gravement en public. D'ailleurs, ce qui a conduit à sa mort quelques jours plus tard. D'accord. Et le peuple, oui, c'est un sacrilège là. Voilà. Et le peuple à ce moment-là s'est soulevé et a chassé les Français de Rome. Voilà. Donc on en est là. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que Philippe le Bel souhaitait quand même récupérer ce qu'on appelle le trésor des Templiers. Oui. Parce qu'il ne supportait pas que les Templiers soient un État dans l'État pour lui et qu'ils ne puissent pas contrôler cette fortune qu'ils avaient. Ça, c'était un truc... Donc il avait quand même pas mal de raisons de s'en prendre à l'Église. Enfin, financièrement, je veux dire, c'était pour lui crucial d'avoir cet argent. D'accord ? Donc, c'est là qu'il les a fait arrêter, calomnier, torturer, etc. Enfin bref. Et que le pape, lui, a transféré les fonds aux hospitaliers de Jérusalem. D'accord ? Ce qui est maintenant l'ordre de Malte. D'accord ?
Donc, vous imaginez que dans cette ambiance électrique où il y a d'un côté, il s'en est pris au pape, de l'autre côté, il s'en est pris aux Templiers, enfin bref, vous imaginez bien qu'il y a des tensions quand il faut élire le nouveau pape. Il y a de grandes tensions. C'est une ambiance compliquée. Et puis à Rome, c'est compliqué aussi parce que l'Italie, elle a la particularité d'avoir des familles extrêmement puissantes qui se tirent dans les pattes pas mal pour avoir le pouvoir quand même. Hein, parce qu'on voit les problèmes qu'on a en France, mais en Italie, vous avez quand même des grands... Mais l'Italie, c'est surtout qu'il n'y a pas d'Italie, ce sont des villes. Non, c'est des villes donc, avec avec des puissances. Des puissances, voilà. Entre Venise, Florence, Voilà. vous avez ces guerres intestines, et donc... les grandes familles romaines. Et donc tout le monde... Voilà, c'est ça. Les Médicis, à un moment... Enfin, bref. Bon, Voilà. Et donc tout le monde essaie de placer Son pape, et y compris la France. Ouais. Et à l'époque, les États ont des droits de veto aussi. Ouais. Donc c'est très complexe. Les États papales, c'est un Ah ouais, enjeu. c'est vraiment le truc... Les conclaves à l'époque étaient compliqués. Mais jusqu'à très très tard, hein, puisque je crois la dernière élection où les États avaient des droits de veto, c'est en 1800 et quelques. Enfin, c'est Saint Pie X. Quand Saint Pie X est élu, la première chose qu'il fait, c'est de supprimer ce droit de veto, qui lui a permis d'être quand même élu pape, parce que c'était un autre qui avait été choisi, mais on en a appris qu'il était franc-maçon. Et Le cardinal Rampolla, et ça a été... voilà. Mais tout ça est... vous voyez, l'art du temporel, du spirituel s'entrecroise. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas dénier ce caractère humain de l'Église, tout en le référant quand même à son âme, à ce caractère divin. C'est-à-dire qu'il y a une partie invisible qui est beaucoup plus importante de l'Église et qui est toujours là. Et en même temps, l'Église elle est sur la terre en 2021 comme elle était en 1200 et des brouettes. Et donc c'est au XIIIe siècle et au XIVe siècle. Et elle vit avec son temps, avec ses difficultés. Aujourd'hui, je fais une petite aparté, c'est quoi les problèmes de l'Église politique, hein? C'est face à des États totalitaires, que ce soit l'islamisme et donc la liberté religieuse, que ce soit les États totalitaires marxistes, communistes, voire un capitalisme absolu qui prétend absolument aussi donner une prétention, je dirais, messianique, enfin au paradisiaque. Et là, l'Église, elle intervient, mais c'est pas facile. Par exemple, l'Église de Chine. L'Église, mais même en France, on a un concordat. Il y a un moindre mal que l'Église essaie de maintenir pour une liberté religieuse, mais on sait très bien que les gouvernants ont des regards sur les nominations et que voilà, il y a tout un côté diplomatique qui se joue. Voilà. Et à l'ONU, puisque la place de l'Église à l'ONU, qui est très importante, bien que il faut. Le Vatican est membre observateur de l'ONU, il n'est même pas membre. Il n'est pas membre permanent. Mais il a une telle influence que que certains des puissants voudraient l'avoir exclue sous prétexte de laïcité, alors qu'en fait elle est un garde-fou et que beaucoup de pays pauvres, des pays de toute obédience, d'ailleurs toute confession, s'appuient sur l'observateur justement Vatican qui met en garde contre telle politique mondialiste. Voilà, donc c'est parce qu'il y a beaucoup d'insécurité à Rome, des pressions extrêmement fortes. Et ensuite qu'il y a aussi le problème avec Philippe le Bel, que finalement il a pris une décision, c'est d'aller se réfugier dans le comtat vénétien pendant quelques temps. Hein, la papauté a été obligée de se déplacer par sécurité finalement au départ. C'est pas autre chose. Parce que sinon ils avaient le château Saint-Ange. Mais c'est pas très c'est vite fait quoi. Ils avaient vite fait le tour, donc là ils voulaient prendre. Il fallait pas non plus que ce soit en France. Attention, le comtat vénétien n'était pas en France. Oui, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a tout un tas de lots de mercenaires non payés qui crevaient la dalle et qui ont saccagé Rome à toute période, régulièrement. On ouvre une période de fer. Ouais. C'est un siècle un peu de fer qui arrive là. C'est où il y a les condottières, les familles qui s'entretuent, les mercenaires, on fait poison, dague. Enfin, il y a quand même de l'imagination de ce côté-là. Drôle de période. Y compris les joutes théologiques, avec des empoisonnements peut-être, même à la cour pontificale. Enfin, il y a plein d'histoires, même sur Avignon. Hein. Oui. Quels sont les poisons canoniques? Quels sont les poisons canoniques? Je vais y réfléchir.
peux trouver un saint, je sais pas quoi, un mec qui a une plante qui a un saint, clou. Voilà, donc pendant 73 ans, les 7 papes se succéderont en Avignon. 68 ans effectifs parce qu'il y a eu plusieurs fois des tentatives de retour à Rome, mais qui n'ont pas abouti. Et puis vous rajoutez à ça 45 ans de présence de soupape. De schisme. Ça c'est pour toi tout à l'heure, tu m'avais dit soupape. Disons un schisme qui va déchirer aussi, qui va quand même être... Voilà. Parce que là aussi, je pense que ça fait du bien aussi de se rendre compte de ce qu'ont vécu cette époque, et ça ne les a pas empêchés de vivre, je vais dire au sens de continuer, même s'il y a eu du mal, il y a eu du bien. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais connu ce que peut être 3 papes en même moment. Avec des États très forts en plus qui poussent les uns les autres, donc c'est compliqué. Son candidat. Oui, donc, et on ne le cède pas facilement. Ce qui est logique. Oui, ce qui est logique quand on a un candidat, effectivement. Donc les dates que j'ai mises, c'est les dates de règne, hein, c'est pas les dates de naissance. Non. Qu'on soit bien d'accord, parce que non, il n'avait pas 9 ans. Voilà. Même si on est destiné au berceau. À... Voilà. Donc le pape Clément V a été élu le 5 juin 1305. C'est un prélat français, il s'appelait Bertrand de Gaulle. C'était l'archevêque de Bordeaux et c'était un Gascon. Ça ne peut pas dire que ce soit vraiment en français, parce que la Gascogne, à l'époque, était anglaise. Oui, non, mais enfin bon, voilà. Oui, non, mais voilà. Non, c'est vrai. Mais, voilà. Oui. D'accord, mais bon. Il est décédé en 1314 à Roquemaure, et ses obsèques ont eu lieu à Carpentras, pour finalement être inhumé à Uzès, en Gironde. Voilà, ça c'est pour le... la même année de son décès, c'était lui aussi Philippe le Bel. Parce que on lui a attribué son décès à la malédiction des Templiers. Donc ça, vous avez toute une série de livres sur la malédiction des Templiers. Après, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On a vu les raisons qui ont fait qu'il s'est installé dans le comtat lénessin au départ et puis après en Avignon. Pourquoi Avignon? Parce qu'en fait, Avignon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un lieu qui permet de contrôler, parce qu'il y a le Rhône, donc, qui permet de contrôler la France, qui est de l'autre côté, qui est voilà. Un petit blé, Voilà. Qui permet aussi de déboucher sur la Méditerranée, ce qui est quand même aussi très pratique. Et puis ça met à distance les problèmes italiens. Et comme il n'est pas en France, ça met aussi un peu de distance avec Philippe le Bel. Et puis faut savoir quand même que Philippe le Bel a soutenu quand même la candidature. C'était son intérêt. Philippe le Bel aussi avait une intention de repartir en croisade. Il voulait absolument l'autorisation du pape pour repartir en croisade. Et du coup, ça s'est éteint avec aussi... Voilà. Alors, il a séjourné par intermittence à Avignon. C'est-à-dire qu'il était... il pouvait être à Carpentras, à Monteux, à Perne, l'été à Malaucène. Enfin bref, il n'était pas forcément tout le temps... Dans les précisions, il faut rappeler qu'Avignon appartenait à la reine Jeanne de Naples, qui l'a vendue à la papauté, et qu'à l'époque, quand ils sont arrivés, Avignon n'avait pas le développement, donc c'était une ville qui n'était pas si peuplée que ça, et qui manquait de structures immobilières pour pouvoir accueillir quand même... Pour devenir ce qu'elle est devenue, quoi, disons, voilà. C'est l'influence italienne, quelque part, c'était un mal qui a entraîné un très grand bien pour la région, et pour toute la région, parce que l'Italie a construit. Ouais. Donc, il est face, ce pauvre Clément V, face au problème des Templiers. Alors, il est très partagé face à ce problème, parce qu'il a quand même... il a monté une telle cabale sur les Templiers, Philippe le Bel, que ça fait douter de
De leur probité. De leur probité, tout ça. Donc il ne va pas vraiment prendre leur défense. Il s'est pas engagé à leur côté. Donc ça va aboutir à ce qu'on sait. Jacques de Molay qui est mis à mort, enfin brûlé vif. Voilà. C'était un homme conciliant, ouvert, généreux, notamment avec sa famille. J'aime bien quand on... Avec ses neveux. avec ses neveux, c'est mignon comme tout. Hein? Ça a perduré chez les papes. Ça. Oui, La tout à famille, fait. c'est sacré. La famille, c'est sacré, exactement. C'était un juriste, un grand juriste, et on lui doit un recueil de droit canon qu'on appelle les Clémentines. De son nom Clément, hein. Oui, parce que, voilà. Donc ce sont des lettres attachées de Clément V. Et puis alors lui, il était aussi très attaché à la supériorité du spirituel par rapport au temporel. Et là-dessus, il s'opposa à Dante, qui lui voulait une séparation des pouvoirs. Voilà. Il faut voir que vous avez quand même des grands noms aussi de la littérature et tout dans cette période-là. Hein. Ben, il y a le père de Pétrarque qui est arrivé à ce moment-là à Avignon pour suivre justement les familles nobles et particulièrement les Colonna dont ils étaient. Et Pétrarque a été ami avec les enfants Colonna. Donc voilà. Oui, il y a des grands noms. Moi, je pense que c'est important de le signaler. Absolument. Après, vous avez Jean 22, donc de 1316 à 1334. Alors lui, il s'appelait Jacques Duez, il était de Cahors. C'était un Cador, mais... C'était un Cador, mais de Cahors. Parce que son élection, c'est un gag quand même. Donc voilà, il est devenu pape à 72 ans, après un conclave de 2 ans, commencé à Carpentras, terminé à Lyon. Gros saccage à Carpentras. Oui. Ouais. Vous ne connaissez pas cette histoire du concile de Carpentras avec... quand même la guerre et avec justement les neveux de Bertrand de Gaulle. Voilà. Il y avait un topo qui avait été fait il y a 3 ou 4 ans par une fille de la cause. Voilà. Moi, j'ai pas assisté. Non, c'est intéressant. Catherine. Et donc, en fin de compte, ils se sont battus et les troupes françaises sont quand même venues à Carpentras. Ils n'arrivaient pas à élire, donc ils ont migré parce qu'il faut savoir aussi que le plus gros des cardinaux à l'époque étaient des cardinaux français. Il y avait peu de cardinaux italiens. Clément V avait quand même il avait chacun sa paroisse. Oui, c'est logique. Hein. Donc voilà. Et du coup, ça finit donc en massacre dans Carpentras. La ville a été plus ou moins saccagée, abîmée. Et ils ont migré à Vienne par décision du roi, parce qu'il pensait maîtriser, justement, il avait envoyé le comte de Poitiers, qui était son fils, qui deviendra Philippe V, à Vienne, pour pouvoir verrouiller le conclave de Vienne. C'est ça, parce qu'un conclave qui dure 2 ans, c'est quand même quelque chose. Hein. Et en plus, ça s'est conclu, vous la connaissez, l'histoire de l'élection du conclave de Jacques Duez, comment il est devenu pape, non. Ah non, c'est vrai. Non. Alors Jacques Duez a 72 ans quand il devient pape, et voyant que ça ne se décidait pas, il a été à l'agonie, et donc il était présent, et tout le monde a dit il va mourir, et comme Philippe le Bel insistait tellement pour avoir un pape, ils ont dit on va déplacer le problème, on va élire Jacques Duez qui est mourant, ça décalera, Philippe le Bel va être content, ça décalera le temps et on verra. Sauf que Jacques Duez, il est mort à 93 ans ou 18 ans. Enfin, oui, il a voulu continuer. Il a continué à vivre. Il n'a pas lâché. Hein. Il était ressuscité. Hein, c'est sûr. Quand il a su, il a regardé. Je suis pape, oui. Voilà. Donc, vous ne la connaissiez pas celle-là. C'est un peu comme les malades imaginaires. Et donc, du coup, oui, alors après, Jacques Duez a mis un grand poids. Il est mort en 95, 18, il y a quelqu'un tué, 72. Il a un pontificat de 20 ans, 92 ans. Pour l'époque en plus. Ouais. Donc, voilà. Non, c'est un pontificat qui est très important dans l'histoire de l'Église aussi, l'histoire universelle, hein, parce que entre l'histoire de Jean 22
elle est à la fois l'installation, je dirais, et la mise en place quand même de la Cour pontificale à Avignon, avec tous les travaux qu'il va faire, mais ça, avec tous les théologiens franciscains, dominicains qui vont aussi arriver, il y a des querelles entre déjà les écoles. Ouais, chez les franciscains notamment, parce qu'entre les libéraux et les et notamment la fameuse querelle. On les appelait déjà des traditionalistes, ça me fait rire parce que Ça n'a pas évolué. fameuse querelle d'un discours, d'une homélie du pape qui laisserait supposer que la vision béatifique voilà. Enfin, il y a toute une question sur la fin de vie, sur qu'est-ce qui se passe, et au point qu'on l'accuse d'hérésie, et qu'il se rétractera quand même en disant, je l'ai parlé en tant que duèse, pas en tant que pape, c'est pas... Mais de fait, sa position sera comment dire, corrigée par Benoît XII, qui fera une bulle célèbre sur les fins dernières. Voilà. Mais c'est effectivement... Alors là, à cette époque-là, Avignon devient le cœur quand même de la vie de l'Église. Et il y a des tas de querelles, des tas de machins, des tas de disparitions aussi, des tas de règlements de compte. Il y a le très bon et le très très mauvais. Le diable se déchaîne aussi à l'intérieur. Et je pense aussi, c'est une des raisons, pour moi, historiques, qui font que Avignon vote toujours à gauche. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance des gens d'Avignon pour tout ce qui est autorité, machin, etc. Parce que l'autorité des papes, enfin la cité des papes, ça a été Les grandes familles, voilà, donc ont migré, et donc il y a eu vraiment des exactions, des choses, des pouvoirs, enfin des querelles de pouvoir. Ça passe aussi sur la construction immobilière. Extraordinaire. Vous avez la seule livrée cardinaliste qui existe en l'état, c'est la livrée Sécano, et quand vous regardez, c'est une forteresse quand même. Donc à l'intérieur, il y avait des livrées qui correspondaient à des forteresses. Ah, c'était des forteresses, oui. C'est lui qui a ouvert le procès en canonisation de saint Thomas d'Aquin. Non, mais de belles décisions, en même temps des choses qui ont été... Voilà. Et par contre, il n'aime pas la polyphonie dans les chants. Ça, c'est un truc qu'il n'aime pas. Voilà. Il n'aime pas la polyphonie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Donc, il déclare que c'est pas bon. Voilà. C'est la polyphonie. Il n'aurait pas été corse. Non, mais c'est marrant de voir que selon le pape, il y a des choses qui sont autorisées. C'est-à-dire qu'on est au début, alors j'explique un tout petit peu quand même, parce que c'est l'Ars Nova, on est au tout début où le grégorien va donner naissance à la polyphonie, donc voilà. Et à l'époque, le fait de subdiviser le temps, d'introduire des triolets, des choses comme ça, ça donnait l'impression, c'est toujours la querelle des anciens et des modernes, que c'était presque, je ne dis pas un sacrilège, mais en tout cas qu'on sortait de la contemplation, que le chant devait amener au chant de l'âme, et qu'on mettait des sentiments trop humains dans l'Église. C'est un peu la même chose avec les danses successives qui sont condamnées. Aujourd'hui, quand on sait que la valse a été condamnée par l'Église, c'est sûr que, on se dit, oui, je pense que chacun doit rester dans son domaine, il ne faut pas trop condamner, parce qu'aujourd'hui, voilà. Non mais, je veux dire, montrer autre temps, autre mœurs, d'accord ? Aujourd'hui, personne ne viendra à l'idée de penser que tu danses une valse, c'est quelque chose de mauvais. Oui, enfin, en tout cas, d'indigne. Non. Voilà. Bon, j'imagine que c'est la même chose avec le rock'n'roll, le twist et tout ça, les danses dégénérées. Et puis, plus personne s'en occupe, il vaut mieux. Laissons ça. Les gens dansent tout seuls dans un coin avec à fond la caisse. Exactement, d'ailleurs, ils dansent tout seuls maintenant. Avec un bruitel. On sait pas ce qu'il y a de la mélodie. C'est ça. Mais c'est pour dire que voilà, la raison était, et c'est ça. C'est la première fois qu'on introduisait des subdivisions du temps. Parce que la musique grégorienne est un temps. Et après, tout ça évolue aussi. Et la cour pontificale sera un grand mécène pour toutes ces... Oui, en Avignon, oui. Benoît XII, donc c'est Jacques Fournier, il est né dans le pays de Foix. Vous avez aujourd'hui encore son tombeau dans la chapelle du Saint-Sacrement à Notre-Dame-des-Dons. Voilà. Le tombeau n'est pas authentique, hein. J'ai mis il n'est pas authentique, c'est pas le pape n'est pas authentique, c'est le tombeau. Hein. Non, parce qu'il ne faudrait pas confondre.
Parce que en fait, il y a eu d'énormes dégâts causés par la Révolution française et que tout saccagé. ils ont tout saccagé. Donc ça a été reconstruit, enfin refait au 19e siècle par un sculpteur provençal qui a déposé ça dans la chapelle. Donc Benoît XII, c'était un moine cistercien, évêque de Pamiers et de Mirepoix. Il a fallu pas plus de 7 jours pour les lire, donc lui c'est une élection rapide, hein, sans guerre, sans rien, voilà. C'était un homme austère et très autoritaire. Ça a été un inquisiteur zélé contre l'hérésie cathare. Oui. Donc dans sa région de l'Ariège, puisque l'Ariège a été vraiment... donc là, faut rappeler combien les papes se sont battus contre l'hérésie cathare quand même. Et puis les dominicains aussi. Oui, donc voilà. Alors quand il est arrivé au pontificat, le climat est relativement apaisé. Les débuts de la guerre de 100 ans l'incitent quand même à demeurer en Avignon. Parce que voilà, c'est vrai, même si ça n'a pas toujours été... Puis il ne faut pas oublier que pour rejoindre Avignon ou Rome, on ne pouvait pas le faire sur terre. Hein, ouais. Parce que la corniche au bord de la Nice n'existait pas. Ça se faisait par un bateau ou bien passer par le Mont Genèvre. Mont-Genèvre, mon fils. Hein Mont-Genèvre. Et il fallait affronter ces montagnes. Voilà, et il fallait quand même, c'était pas si évident que ça. Voilà. Oui, mais bon, Mont-Genèvre, on a vu quand même passer Hannibal. Oui, attention. Bien sûr qu'il y a eu des passages extraordinaires, mais c'est unique, comme Napoléon. Voilà. Bon, pour le... C'est pour ça qu'on a des éléphants à Briançon. Et voilà, comme tu dis, Hannibal. Il y a les 400 culs à Chambéry, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est dur de passer. Enfin, le Mont-Genèvre, moi, ça m'a toujours. C'est quand même un moment, et puis bon, les bateaux à l'époque, quand même. Bon, caboté surtout. Voilà, en caboté, et où tu atterrissais en cabotage, c'était pas gagné que tu te fasses pas piller. Il y avait aussi les sarrasins de côté. Donc, c'est lui qui nomme un évêque en Avignon, qui n'avait plus d'évêque depuis l'installation des papes. Hein. Et il construit alors ce qu'on appelle aujourd'hui le Petit Palais. Vous voyez où est le Petit Palais ? Voilà. Donc, il était très désireux de retourner à Rome, mais bon, vu les circonstances, il a décidé de construire le Grand Palais, le Vieux Palais, sur la crête rocheuse des Dons, avec un cloître en son sein. Voilà. Hein. Alors bon, toujours pour les mêmes raisons, hein, c'est parfaitement défendable, on voit loin. Ça correspond à sa culture cistercienne austère. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important de le souligner quand même, parce que... Oui, il y a un côté très dépouillé. Il est très dépouillé. Voilà. Donc il était très exigeant, il a remis un peu d'ordre dans l'église, il a supprimé les commandes, on en avait parlé des commandes la dernière fois, hein. Il a remis dans le droit chemin les franciscains, il a réformé l'ordre cistercien, il s'est occupé d'ouvrir le dialogue avec les terres lointaines, voilà, de tout ce qui est avec les ambassadeurs chinois, etc. Donc il a quand même... Et puis ça a permis de redresser les finances, du coup, parce qu'il ne faisait aucune faveur. Voilà. Ça, c'est... Il n'était pas, voilà. Oui, c'est une grande même dans sa famille. Oui. Voilà. C'est rare à cette époque-là, quand même. Hein. Il n'a jamais quitté son habit de moine, et c'est pour ça qu'on dit que sans doute les papes sont habillés en blanc, parce qu'il n'a jamais quitté son habit de moine. Voilà. Après, vous avez Clément VI, pas la librairie, mais Clément VI, voilà, qui est Pierre-Roger de Beaufort. Il était limousin. Il a été inhumé dans la collégiale du couvent de la Chaise-Dieu, en Auvergne, et s'y trouve toujours. Voilà. Alors lui, il a 4 jours pour les lire. C'est allé encore plus vite. Hein. Le conclave a eu lieu dans le Palais des Papes, le Palais Vieux, enfin bref. Hein. Il a reçu la tiare au couvent des Dominicains. Il avait 51 ans lors de son élection. Avant, il était moine au monastère de la Chaise-Dieu, justement, c'est pour ça qu'il a été enterré là-bas d'ailleurs. Il est rentré au monastère à 13 ans. Donc voilà. C'était un maître en théologie. Il a été archevêque de Sens et de Rouen. C'était un grand seigneur, un homme d'État, un amateur d'art. Alors, il a des largesses qui le distinguent de son prédécesseur. Hein.
dont il disait, lui, qu'ils n'ont pas su être pape. Voilà. Il aimait le faste pour avoir vécu lui-même à la cour du roi. C'est comme ça. Il était dépensier généreux, distribuait des titres à ses proches et à sa famille. On retombe... On revient sur une cour. Voilà. Là, on a la vraie cour Voilà. avec les vrais repas, tout ce quand vous allez... Sa hiérarchie. Voilà. Les fameux Voilà. repas dont on vous décrit... Voilà, à chaque fois qu'on... Les festins, c'est ça. les festins du palais des papes. Chaque fois qu'on va visiter le palais des papes, on nous décrit les festins. On dirait qu'il n'y a plus que ça qui reste. C'est ça. Hein, Il faut utiliser le triomphe. voilà. Donc il était totalement à l'opposé de son prédécesseur, qui n'était pas dépensier du tout. Lui, il était... Alors lui, il a vraiment fait d'Avignon un creuset culturel, artistique. Il a vraiment favorisé tout ce qui est lettres, art, Mais en etc. plus en 10 ans, c'est ça qui est Ouais. assez surprenant. Mhm. Comme quoi, ça peut aller très vite. Ah oui, hein. mais bien sûr, je pense que... Et c'est un foyer d'échange européen. Il a embelli le palais, il l'a agrandi. Il a fait rentrer des couleurs en faisant justement des peintures très vives. Elles y sont encore. oui, on vient d'en remettre. La chambre Dans sa chambre. Sa chambre, Voilà. il y a la chapelle Saint-Martial. C'est aussi, ça. Voilà. Magnifique, magnifique. Voilà. Et c'est lui qui a acheté la ville 80 000 florins à la reine Jeanne Ier de Naples, qui était venue le voir pour se faire pardonner parce qu'elle avait eu de nombreux maris, qu'elle était soupçonnée d'avoir assassiné son premier mari, enfin des petites choses. Voilà, Voilà. petite chose, 80 000 florins, ça va. 80 000 florins et c'est bon. Voilà. Donc il a agrandi le comtat vénécin en acquérant aussi d'autres villes, comme Visan par exemple. Et c'est lui qui était là pendant la peste noire, attribuée à l'époque aux Juifs, Ouais. et qui a pris Donc, leur défense. Lui a été d'emblée d'accord, et puis il faut dire qu'il était secondé par Arnaud de Villeneuve, C'est ça. voilà, qui était son médecin personnel, Mhm. et qui était un brillant médecin, et qui avait compris que c'était une contagion de contact, donc il a dit à Clément VI de s'isoler, et c'est comme ça qu'il a pu survivre, contrairement à beaucoup de gens dans Avignon. Voilà. Donc c'est ce qui a fait justement qu'il y a beaucoup de Juifs qui se sont installés dans le comtat vénécin, dans Avignon, Ils etc. étaient avant, hein, quand même. Oui, non, mais enfin après, ça a attiré quand même, parce qu'il était quand même, par rapport à d'autres endroits où ils étaient vraiment pourchassés. Je peux vous faire un cours sur les Juifs, parce que la Perle, j'ai beaucoup, c'est très complexe. Oui, ça je pense bien, mais ça c'est sûr. Ben, à peine il y a les... Ah, j'ai perdu le nom. Les Ligvés. Les bains juifs. Oui, Bien sûr. oui, Voilà. Nigvé. Oui. Voilà. Alors ça, c'est Clément VI. Oui, ça c'est Clément VI. Voilà. Donc on a bien fait d'appeler la librairie Clément VI. Absolument, Quelque puisqu'il part. il était très porté sur les lettres et tout ça. Oui, c'est normal. Innocent VI, c'est Étienne Aubert, aussi originaire du Limousin. Je sais pas, le Limousin, enfin bref. Ben, comme Je ne sais pas pourquoi ils le nommaient Limousin. les cardinaux, et donc c'est des gens qui connaissaient. avec C'est des familles des- entre voilà, eux, des bien familles, sûr. bien sûr. Donc c'est lui qui est inhumé dans la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Donc si vous allez à la Chartreuse, vous verrez son tombeau. Enfin, son tombeau. Il a été conseiller de Philippe VI et évêque de Clermont, puis cardinal nommé par Clément VI. Il a été élu après un conclave de 2 jours. Il a reçu la tiare au Palais des Papes. Il était âgé et malade, donc fortement influençable. Enfin, c'est ce qu'ils ont pensé quand ils l'ont élu. Mais ils sont Mais lui aussi, il s'est repris. Voilà. Donc, à la surprise générale, une fois devenu pape, il s'est élevé contre les décisions des cardinaux concernant le gouvernement de l'Église. Il a déclaré que le pape était le seul à gouverner. Il a réformé les franciscains, les dominicains, la discipline des hospitaliers. Il a supprimé les libéralités, mais ça n'a pas suffi puisque les caisses sont quand même restées vides. Hein. Parce que il avait des activités de diplomate et de bâtisseur. Et c'est lui qui a fait construire les remparts pour protéger la population des routiers, revenant de la guerre 100 ans, comme vous disiez, en fait, des mercenaires, des routiers, enfin, voilà. Et il a payé, lui, des mercenaires pour éviter les saccages. Donc, pour qu'il y ait quand même une armée, quoi. Hein. Enfin, une armée. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Une défense. Voilà, une défense.
Donc il a fait construire la chartreuse de Villeneuve avec 3 cloîtres et 40 cellules. Et il a dû faire face au retour de la peste en Avignon. Voilà. Après, vous avez Urbain V, qui s'appelle Guillaume de Grimoire, qui était natif du Gévaudan. Tout le monde connaît le Gévaudan. Hein, voilà. Il a été inhumé à l'abbaye bénédictine de Saint-Victor à Marseille, où il était rentré au départ comme un simple moine. Hein. Donc il y a actuellement un tombeau vide à sa mémoire dans l'église Saint-Martial à Avignon. Il a été élu pape à l'unanimité. Alors ça, C'est rare. ouais. Son élection a été fêtée sans faste. C'était un juriste, un théologien, un professeur de droit à Montpellier, Paris et Avignon. Lui, il a créé des universités. C'est très important, les universités. Hein. C'est pas une anecdote. Hein. Et puis il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça a attiré quand même les gens cultivés de tous les pays autour. Hein. C'est un grand ami des artistes. Il a imposé des règles strictes aux évêques et aux abbés. Il a établi des missions dans des pays lointains comme dans l'Est de l'Europe. Il a créé le premier archevêché en Chine. Il a dirigé selon la règle de Saint-Benoît. Il a vraiment envie de retourner à Rome, hein, mais bon, le roi de France le lui déconseille, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais il est soutenu pour cela par Sainte Brigitte de Suède et par Pétrarque. Donc il est reparti en 1367 pour revenir en 1370, parce que de toute façon, il y avait trop d'hostilité, de guerre, de choses comme ça étaient venues. La ville était plus ou moins ruinée, parce Voilà. qu'avec l'abandon quand même des papes, Voilà. les familles quand même riches qui avaient migré en Avignon, donc automatiquement Bien sûr. étaient quasiment ruines. À l'époque. Voilà. Donc il est mort 3 mois après son retour à l'évêché. Et son frère Angly, qui était évêque d'Avignon, et cardinal après, pour être ambassadeur à Rome. Et puis voilà, on a demandé sa canonisation, ça a été reporté à cause du schisme. Et il a finalement été béatifié en 1870, mais toujours pas canonisé. Voilà. Grégoire XI, Pierre-Roger Rosier d'Égletons. Oui, c'était le neveu de Clément VI. On retrouve quand même les petits. Hein. La famille, c'est sacré. Il est décédé à Rome à 47 ans. Il y est inhumé à Santa Maria Nuova. Il a été élu en un jour au cours d'un conclave qui a eu lieu au Palais des Papes à l'âge de 39 ans. C'était un homme modeste, affable, intelligent, diplomate, légiste, humaniste, lettré, très pieux. C'était un cardinal diacre, donc comme il n'était que diacre, il a fallu d'abord l'ordonner pour pouvoir... pour qu'il soit pape. Donc comme il était un grand diplomate, il a évité pas mal de conflits entre princes. À l'époque, on se tapait bien sur la tête facilement, quoi. Et puis il y a de nouveau la peste, et lui aussi il a affronté la peste à Avignon. Il a l'intention de rejoindre Rome, toujours pareil, hein, c'est logique. Il est poussé par Catherine de Sienne. Il y est retourné en 1374 et puis est définitivement retrouvé en 1376. Et ce, en dépit des troubles politiques extrêmement importants qu'il y avait à Rome. Involontairement, c'est l'origine du schisme. Involontairement, c'est pas de sa faute. Hein, voilà. Il s'est installé directement au Vatican après 4 mois de voyage. Quand il est arrivé, tout était à reconstruire, comme vous l'avez dit, puisqu'il n'y avait plus rien. Hein. Il est décédé en 1378 sans avoir pu consolider la papauté à Rome. On note aussi qu'il y a un certain Giuliano del Rovere, archevêque d'Avignon, qui est devenu pape sous le nom de Jules II en 1503, parce que bon, il y a quand même un Avignonnais aussi. Voilà. Voilà. Alors c'est quoi un schisme? Schisme en grec. Déchirure, une déchirure. C'est la charité voilà. qui... C'est pas une hérésie, c'est un schisme. Voilà. Schisme veut dire on déchire le cœur, la tunique, si tu veux. C'est-à-dire que c'est des personnes d'une même confession qui se séparent. Voilà, hein, qui ne reconnaissent plus la même autorité. C'est pas pour des questions spirituelle. doctrinales, c'est pour des questions de... C'est un divorce. Hein. Donc il faut rappeler pour le schisme qu'on a la guerre de 100 ans qui a divisé
Eh oui, l'Europe en deux. L'Europe en deux, hein. La chrétienté, donc en plus, en deux camps. Il y a les familles puissantes en Italie qu'on a. Il faut rappeler aussi que c'est l'argent de l'Église qui vient comme ça des pays. Hein. Donc c'était un souci financier pour l'Italie que le pape soit à Avignon. Le décès de Grégoire XI à Rome et non pas à Avignon a fait que ça a été le déclencheur du schisme. Parce que il y avait 23 cardinaux, dont 17 français. D'accord ? Et sur ces 17 français, il y en a 6 qui sont partis, qui sont restés, je veux dire, en Avignon, et 11 qui sont partis à Rome. Donc, le conclave se réunit avec une majorité de Français, mais c'était extrêmement difficile parce que les Italiens voulaient un pape italien. Ce qui semble... Très étrange. Voilà. C'est ainsi qu'il a été élu Bartolomeo Prignano, qui a pris le nom de Urbain VI. On croyait que c'était un homme doux, pacifique, tranquille, et puis il s'est immédiatement montré très autoritaire, et il a ôté immédiatement les privilèges qu'avaient les cardinaux. Ce qui a été un gros problème pour eux, ça ne leur a pas plu du tout. Donc, ils ont exigé son abdication. Ils n'étaient pas contents. Hein, mais le 18 septembre, Urbain VI a nommé 28 nouveaux cardinaux, et donc, pris de vitesse, les cardinaux qu'il avait élus se sont réunis pour un nouveau conclave et ont choisi Robert de Genève, français qui a pris le nom de Clément VII. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, il a refusé d'abdiquer. Il est resté. Donc, Urbain VI est resté à Rome. Clément VII, lui, est revenu en Avignon. Donc, à Avignon, il y avait la curie, il y avait toute l'organisation précédente, quoi. Chacun s'est estimé pape légitime, hein, et les rois et les princes se sont divisés en prenant parti pour l'un, pour l'autre, selon le truc. Et là, le schisme a duré 45 ans. Donc 38 ans avec 2 papes et 7 ans avec 3 papes. Comme ça, voilà. D'accord ? Alors, pourquoi on s'est retrouvé avec 3 papes ? Parce qu'à un certain moment, on a dit, bon, il faut que ça s'arrête. Donc, on a dit, ces deux-là, ils ne sont plus papes. Hein ? On a voté pour un 3e pape. Mais les deux, ils sont restés. Attendez. Ah bah oui. Ça aurait pu faire un truc assez... Ouais. Parce qu'en fait, la question qui se pose, en fait, une fois que quelqu'un était élu pape, qui est au-dessus du pape ? Il n'y a personne. Ouais. Donc, un concile, d'ailleurs ça a été bien sûr ratifié par l'Église après, un concile ne peut pas démettre un pape. Ne peut pas dire, tiens, on vous éjecte. Un des rois, bien sûr, encore moins, etc. etc. Il n'y a que le pape lui-même qui peut dire, je démissionne, comme a fait Benoît XVI, par exemple. C'est pas un compte. Et là, ce qu'il fallait obtenir, ça a pris du temps, c'est que les 3, entre guillemets, finissent par renoncer d'eux-mêmes à leur titre de pape pour qu'ensuite on puisse élire un. Mais Urbain VI semble être légitime. L'histoire est complexe parce que on a bien dit qu'il y a certains cardinaux qui sont restés ou qui ont fui. Enfin, il y a plein de. Il a nommé aussi d'autres cardinaux, donc après les anciens. Les anciens ont dit il a truqué les élections. Voilà, tu vois, c'était déjà les urnes pleines. Tu comprends ? Non, je suis assez d'accord qu'au départ... Lui, il était légitime. Oui, il était légitime, oui, mais bien sûr. Et après, il y a eu... Tu vois, c'est toujours pareil. C'est des querelles très humaines, je dirais. Parce que quand on enlève aux cardinaux leurs privilèges... C'est no good. Et oui, voilà, c'est... J'aurais bien être calife à la place du calife. Hein. Voilà. Le grand vizir. Donc, on a 2 antipapes. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on appelle antipape. Anti contre le pape. Oui, c'est antinomique. Ouais, c'est pour ça que oui, antipape. Ouais. C'est bizarre. De fait, ils se font un peu la guerre. Hein. Chacun s'excommuniant à tour de bras.
En fait, C'est il y ce a qu'il trois y a l'autre. antipapes. Oui. Et ça prendra du temps. Ce qui est très curieux dans cette période, c'est que malgré tout, l'Église continue, qu'il y a des décisions. Alors, il y a des saints qui sont partisans de l'un ou de l'autre, selon leur origine. Saint Vincent Ferrier, il soutient Pedro Luna et d'autres. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils se sont trompés au sens, je dirais, de la personne, mais pas de l'autorité. Les saints, ils soutenaient parce que c'était le pape pour eux, voilà. Mais ce qui prouve que c'est très complexe. Et ce qui est beau dans ce passage-là, c'est que l'Église, malgré tout, est restée dans sa direction, je dirais. Parce que si c'était, pour moi, c'est une des preuves de la divinité de l'Église, c'est que si c'était vraiment une construction humaine, bah c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Et combien de sociétés sont parties à la dérive avec des choses comme ça? L'Église est toujours là, 2000 ans après. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, les papes ont essayé de garantir au maximum. Aujourd'hui, les problématiques d'élection des papes, c'est des fuites des conclaves, c'est les moyens de communication. Donc il y a des interdictions, sous peine d'excommunication, qui sont données aux cardinaux. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui fuitent, et qui fuitent plus ou moins justes, et puis qui sont déformées après. C'est ça la grosse difficulté aujourd'hui, plus que des influences extérieures. Là, à cette époque-là, c'était vraiment des influences extérieures, disons géopolitiques. Voilà. Donc, Clément qui vont VII, durer jusqu'à Saint-Pie X. Puisque les États autrichiens, les États allemands, enfin, chacun avait son droit de veto. Donc Clément VII, ça a été un pape qui était, un antipape. Oui. Enfin voilà, vous avez compris quoi. On en parle parce qu'il fait partie de l'histoire d'Avignon. Mais voilà. En soi, il n'est pas dans la liste des donc papes. il était très conscient qu'il aurait dû être à Rome, et donc c'est pour ça qu'il s'est engagé militairement des fois contre Rome. Oui, on ne va pas hésiter non plus. Il avait un talent politique assez reconnu. C'était un grand diplomate. Il avait plus d'influence sur le temporel que sur le spirituel, très, très sincèrement. Et puis il est mort à 52 ans, il était très fatigué par toutes ces querelles, tout ça. Et Benoît XIII, ensuite, à la mort de Clément VII, on a pensé que le schisme allait se terminer, mais pas du tout. Et c'est là que ils ont élu Pedro de Luna, un espagnol, qui s'est retrouvé à la tête d'une église déchirée. Bien qu'il soit diplomate et tout ça, il a subi les assauts du palais des papes. Il a dû s'enfuir avant d'être fait prisonnier. Du coup, c'est devenu un pape itinérant à Nord, dans le Comtat, à Cavaillon, à Marseille, à Salon-de-Provence. Et c'est là qu'il a décidé de laisser la gestion à un légat. Tenez mon père. Donc, quand son concurrent est mort, on a pensé que le schisme était terminé, mais non, on a élu Innocent VII comme successeur, et puis à la mort de ce dernier, on a élu à Rome Grégoire XII, cette fois-ci. Les élections, les oppositions ont continué entre les cardinaux des pays, puis après, Benoît XIII s'est installé à Perpignan, il a créé des cardinaux espagnols, et puis on s'est affrontés dans les conciles, enfin bref, voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait l'élection de Martin V qui a mis fin à tout ce schisme. Voilà. Et pour info, le château de Benoît XVI à Peñíscola en Espagne est toujours possible à visiter aujourd'hui. Oui, Benoît XIII, il est à Peñíscola. Oui. Voilà. Merci. Voilà. Très bien. Bonne journée à tous. Très beau.